Alors, l'idée de ce webinaire, qu'est-ce que c'est? On vous l'a mis, hein, dans l'invitation. Premièrement, une petite revue d'actualité juridique de ces derniers temps. Donc, réponse ministérielle, jurisprudence et puis, les textes principaux. Le développement d'un sujet, alors parfois ça sera un sujet d'actualité et parfois un petit peu moins, mais un sujet qu'on estime, mérite, d'être développé parce qu'on reçoit beaucoup de questions à ce sujet-là ou parce que, peut-être parce que vous le sollicitez aussi. Et puis enfin une petite, foire aux questions, des questions qu'on a vraiment reçues, ces derniers temps et qui méritent, de faire un petit retour. Est-ce que le support sera adressé? Alors vous pouvez retrouver le support ainsi que le replay du webinaire sur notre site internet. Comme d'habitude, tout vous sera mis, à disposition. Alors, je précise, c'est une première pour ce format. On ne savait pas exactement combien de temps ça allait prendre. On va essayer de se caler. L'idée, c'est de faire un rendez-vous qui ne soit pas trop long, qui vous permette de retourner vaquer à vos occupations nombreuses, assez rapidement. On adaptera en termes de contenu, si on voit que peut-être c'était un peu trop court ou parfois trop long. Enfin, c'est vraiment une première, donc il faudra pas hésiter à nous faire des retours. Je pense qu'on vous fera un petit questionnaire à la fin, pour que vous puissiez nous dire, ce qui fonctionne moins, vos suggestions et puis surtout, c'est important, les sujets, qui vous intéressent pour, le prochain dossier. Je ne vais pas, m'étaler plus longtemps. Nous allons, pouvoir commencer avec la première partie, actualité juridique et je vais laisser la parole, à Cécile pour commencer. Donc, Très bien. il y a quelques réponses ministérielles. Donc, il y en a une qui est parue au JO de l'Assemblée nationale le 28 mars 2023 et qui concernait le compte épargne-temps et la mutation. Donc, pour rappel, lorsqu'il y a mobilité d'un agent, le décret sur le compte épargne-temps prévoit la possibilité pour la collectivité d'accueil de demander une compensation financière à la collectivité d'origine. Donc, la réponse ministérielle rappelle que cette compensation financière n'est pas obligatoire. Ça reste une possibilité, donc ça veut dire que la collectivité d'origine n'est absolument pas contrainte d'assurer cette compensation. Pour autant, l'absence de convention n'est pas un obstacle de mobilité pour le fonctionnaire. Lui, il conserve le droit d'utiliser ses droits épargnés sur son compte épargne-temps dans sa nouvelle collectivité avec les règles définies qui sont propres à sa nouvelle collectivité. Alors, ensuite, il y a une réponse ministérielle qui a été publiée le 30 mars au JO du Sénat sur la modulation du forfait mobilité durable. Donc, on rappelle que la mise en place du forfait mobilité est facultative. Et dans sa question, le sénateur demandait s'il y avait une possibilité de moduler le montant du FMD. Donc, le ministère a rappelé qu'il y avait eu des récentes modifications sur le forfait et notamment une différenciation des montants en fonction du nombre de jours de déplacement. Donc, il ajoute que le forfait mobilité durable n'est pas considéré comme du régime indemnitaire, mais que c'est un dispositif de remboursement de frais engagés. Donc, l'idée, c'était d'encourager justement les agents à avoir recours à des modes de transport alternatifs et durables. Et pour lui, il ne conviendrait pas de complexifier cette mise en œuvre et de ce fait n'envisage pas la possibilité de moduler le forfait mobilité durable. Alors, bonjour à tous. Ah, t'as fini? Oui, sans souci. Bonjour à tous, je vais prendre la suite. Donc, nous avons également une réponse ministérielle en date du 30 mars 2023, publiée au journal officiel du Sénat, qui concerne le regroupement des polices municipales dans les intercommunalités. Il est indiqué qu'il est possible pour le président d'un EPCI à fiscalité propre de recruter soit à son initiative, soit à la demande de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale qui seront mis à disposition des collectivités membres. Et ces agents pourront même assurer l'exécution des décisions que le président de l'EPCI prend au titre de ses pouvoirs de police.
Le recrutement, il se fera par délibération concordante de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux des communes membres, qui représentent au moins 2/3 de la population. Il est également précisé que les communes limitrophes à l'EPCI peuvent recruter en commun avec l'EPCI un ou des agents de police municipale qui seront compétents sur les 2 territoires. Nous avons aussi une réponse ministérielle du 26 avril 2023, publiée toujours au Journal officiel du Sénat, qui concerne le cumul emploi public et retraite emploi privé. Le fait d'être retraité d'un emploi privé n'est pas un facteur d'exclusion pour le recrutement sur un emploi public. De plus, les conditions d'âge pour l'accès au concours, elles n'existent plus, sauf pour les concours sur les postes dits de catégorie active. Il n'y a donc aucune barrière pour qu'une personne retraitée de l'emploi privé puisse cumuler avec un emploi public. Ensuite, nous avons également certaines jurisprudences. Nous avons une décision du Conseil d'État en date du 30 mars 2023 qui concerne la retraite pour invalidité qui n'ouvre pas droit au chômage. Donc, lorsqu'un fonctionnaire est admis à la retraite pour invalidité et que c'est lui qui en fait la demande, il ne peut en aucun cas bénéficier des allocations chômage puisqu'il n'a pas été involontairement privé d'emploi. Le Conseil d'État précise que c'est seulement la mise à la retraite d'office pour invalidité qui peut ouvrir ses droits. De plus, le Conseil d'État rappelle qu'une condition d'aptitude physique est requise pour bénéficier des allocations chômage seulement si le fonctionnaire est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. Alors, une autre décision du Conseil d'État en date du 5 avril 2023 qui concerne les témoignages anonymisés. Le Conseil d'État précise qu'il est possible de prononcer une sanction disciplinaire sur la base de témoignages anonymisés, sous réserve, sauf s'il y a contentieux, d'être en mesure d'apporter la preuve que ces témoignages soient authentiques et relatent la réalité des faits. À toi, Cécile. Alors non, c'est à moi. Alors je suis vraiment désolée pour ce problème technique. Il s'avère qu'il y a eu une coupure d'internet exactement pendant le webinaire, hein, vraiment, ce sont les aléas. Nous en étions alors à cette jurisprudence du Conseil d'État du 28 avril 2023, donc très récente, sur la communication des pièces du dossier lors d'une enquête administrative. Donc lorsqu'un agent fait l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, par exemple procédure disciplinaire, il doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Là-dessus, rien de très nouveau. Et lorsqu'il y a eu une enquête administrative diligentée justement sur le comportement de cet agent, le rapport qui est établi à l'issue de cette enquête et les procès-verbaux des auditions de toutes les personnes qui vont être entendues sur le comportement de l'agent, ça fait partie des pièces qu'on doit communiquer à cet agent. Il y a une petite réserve à ce sujet, c'est lorsque la communication de ces pièces est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Peut-être elles reçoivent des menaces, ce genre de choses. Dans ce cas, il y a quand même une obligation d'information hein, de l'agent qui fait l'objet de cette enquête administrative, mais on devra simplement de l'informer en fait de la teneur de ces procès-verbaux de façon à ce qu'il puisse quand même se défendre. Mais l'intégralité des procès-verbaux ne lui seront pas communiqués. Ça, encore une fois, j'insiste, c'est que c'est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. En dehors de ça, on doit communiquer les éléments à la personne. Alors, on passe à la diapositive suivante avec donc une jurisprudence, notamment sur l'indemnisation des congés annuels non pris. C'était une décision de cour d'appel de Marseille en date du 17 octobre 2022. Donc, pour rappel, un agent qui cesse sa relation de travail après un congé de maladie, que ce soit pour retraite, démission, etc., et qui n'a pas pu bénéficier de ces congés annuels,
eh bien, la jurisprudence constante ces dernières années indique qu'il est possible pour ces agents du fait que des congés qui n'ont pas pu être pris du fait de la maladie soient indemnisés. Et donc, cette jurisprudence de Marseille, elle précise simplement que cette indemnisation n'a pas à être subordonnée à une demande préalable indemnitaire. Voilà, c'est la collectivité qui doit prendre en charge sans avoir de demande de l'agent. Une autre jurisprudence, c'est un tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2022 sur une autorisation d'absence pour motif syndical qui peut être refusée, mais celle-ci doit être justifiée et particulièrement motivée pour un motif de nécessité de service, puisque le principe de la liberté syndicale doit être préservé. Donc attention, c'est vraiment, ça doit être particulièrement motivé pour un réel motif de nécessité de service. On passe à la diapositive suivante sur un texte officiel, donc un décret qui date de la fin mars. Je vous rappelle qu'il y a eu une loi en 2021, c'est la loi 2021-1678 du 17 décembre 2021, qui a instauré la possibilité de bénéficier d'autorisation d'absence lorsque les parents ont l'annonce d'une pathologie chronique ou d'un cancer touchant leur enfant. Donc on attendait un décret pour préciser la durée et la liste des pathologies. Et donc, ce décret est paru fin mars et a listé les trois listes de maladies possibles pouvant ouvrir droit à ce congé spécifique qui serait de 2 jours minimum. Donc, je vais à nouveau laisser la parole à Madame Chambrier, puisque elle aborde la partie principale sur le compte personnel de formation. Alors auparavant, on va peut-être regarder s'il y avait des questions sur tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Alors, je vois une question. C'est une option de demander la compensation pour la collectivité de départ, mais si la collectivité de départ se saisit de cette possibilité, la collectivité d'accueil est-elle obligée de payer, de répondre favorablement à cette demande? Alors, j'imagine qu'on parle du CET. Alors non, pour qu'il y ait une convention sur les modalités de financement, d'indemnisation de ce CET, il faut que les deux collectivités soient d'accord, et c'est bien ce qui pose problème en général, puisque en général, la collectivité d'accueil ne souhaite pas en fait opter pour cette convention. Donc il y a souvent la collectivité d'origine, pardon. Donc il y a souvent si vous voulez, un désaccord entre les deux collectivités, ce qui fait qu'il y a assez peu de conventions conclues en la matière. Alors je regarde. Il y a d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions, donc à moins qu'il y en ait qui vous viennent. De toute façon, on pourra toujours y revenir derrière. Nous allons pouvoir passer à la partie CPF. Alors, pourquoi revenir maintenant sur le CPF? Parce que vous allez me dire que c'est pas vraiment un sujet d'actualité, hein. Si je reviens dessus, c'est parce qu'il y a eu déjà parce que je reçois pas mal de questions en la matière, et c'est vrai qu'on a eu un peu de matraquage, je dirais, à ce sujet-là récemment. Vous avez tous reçu, je pense, des SMS sur le compte personnel de formation. Il y a des publicités à la radio, à la télé sur des formations qu'on peut financer avec son CPF. Et malheureusement, tout ce matraquage, souvent, il ne tient pas compte des particularités du secteur public. Parce que ce qui va être important aujourd'hui, et ce que je veux bien faire passer comme message, c'est que le CPF du public n'a rien à voir avec le CPF du privé. Donc, je vous ai remis, hein, vous verrez vous voyez sur le diapo, je vous ai remis les références juridiques. On ne va pas s'étaler dessus, mais si vous avez besoin, elles sont là. Pour rappel, c'est vrai qu'on ne parle plus du CPA. Qu'est-ce que c'est? Le CPA, en fait, c'est ce qui englobe le CPF et le compte d'engagement citoyen. Donc, le CPF, c'est une composante. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de CPF. Je ne vais pas développer le compte d'engagement citoyen aujourd'hui parce que ce n'est pas ce qui, je pense, vous intéresse principalement. De façon très rapide, le compte d'engagement citoyen, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a des activités citoyennes de type être membre d'une association, être sapeur-pompier volontaire. Dans ce cas, on peut acquérir des droits supplémentaires à la formation. Donc, voilà pour le petit rappel.
Les objectifs du CPF, qu'est-ce que c'est? En fait, ça permet d'acquérir des droits à la formation au regard du temps de travail, que l'agent accomplit. Et ensuite, avec ces droits à formation, on peut, accéder à une qualification, on peut développer des compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Gardez à l'esprit cette notion de projet d'évolution professionnelle, puisque ça va être important, pour la suite. Les agents concernés. Alors tout ça, ça peut paraître des rappels, hein, mais je pense que c'est bien de revenir dessus. Tous les agents bénéficient du CPF, donc aussi bien les agents titulaires que les agents contractuels, recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non. Ils y sont éligibles et ce, quelle que soit la durée de leur contrat. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on travaille, on va acquérir une petite partie de droit en fait. Et il n'y a pas de condition d'ancienneté de service qui est requise. Si peut-être vous vous souvenez, lorsque nous étions au DIF, hein, donc jusqu'à 2017, il y avait en fait une ancienneté à avoir pour commencer à acquérir du CPF, notamment pour les agents contractuels. Ce n'est plus le cas. À partir du moment où on travaille, on acquiert des droits CPF. Alors c'est là qu'on va passer à ce qui, pour moi, est le plus important aujourd'hui, puisque ça fait, c'est là-dessus qu'on m'interroge le plus et souvent ça fait l'objet de déceptions quand j'aborde ce sujet-là. C'est la différence entre le CPF du secteur public et le CPF du secteur privé. Je pense que vous le savez, le CPF du secteur privé, c'est un compte qui est alimenté en euros. À la différence du CPF du secteur public qui, lui, est alimenté en heures. Alors, certains vont me dire: «Oui, mais moi j'ai les 2». Oui, c'est tout à fait possible. Si vous vous rendez, je vais vous le montrer après, hein. Si vous vous rendez sur votre compte et que vous avez travaillé dans le privé et dans le public, vous allez avoir 2 comptes, un compte en euros, un compte en heures. En revanche, quand on est actuellement dans le secteur public, vous verrez qu'on ne peut pas utiliser, ces euros, on peut seulement les convertir en heures. À l'inverse, quelqu'un qui est dans le secteur privé et qui a des heures parce qu'il a travaillé dans le public, il peut les convertir en euros. Autre différence, dans le secteur privé, on a une utilisation relativement libre de son CPF directement via la plateforme. C'est-à-dire que sur la plateforme, on a des euros, on peut s'inscrire à une formation et dépenser entre guillemets ces euros. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que dans le privé, c'est financé via des opérateurs de compétences dont on ne dispose pas dans le public. Conséquence, dans le public, il y a la nécessité d'un projet d'évolution professionnelle. On ne peut pas utiliser son CPF de façon libre. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre l'anglais, je vais me faire une petite formation en anglais. Non, il faut qu'il y ait un vrai projet d'évolution professionnelle derrière. Je sais que ça crée des incompréhensions du fait des agents que je peux avoir au téléphone à ce sujet-là, etc. Parce qu'ils disent: «Bah oui, mais moi j'ai entendu la pub, je pouvais commander une formation, etc.» Ça, c'est pour le CPF du secteur privé. Du coup, vous allez me dire: «Mais je fais quoi moi avec mes heures du service, du secteur public?» Eh bien, en fait, les heures dont vous bénéficiez, elles permettent de se libérer du temps pendant le temps de travail, pendant lequel vous allez continuer d'être rémunéré, mais pendant lequel vous allez pouvoir aller suivre la formation, sollicitée. Et alors, comment sont financés les frais pédagogiques? Parce que ça coûte de l'argent, une formation. Eh bien, en fait, c'est l'employeur qui finance les frais pédagogiques. C'est là où il y a une grosse différence avec le secteur privé, c'est qu'on va être en fait sur des deniers publics. D'où la nécessité de contrôler les formations qui sont accordées et que ça s'inscrive dans un vrai projet d'évolution professionnelle. Donc, on va revenir dessus, mais finalement, dans le public, c'est votre employeur qui prend en charge. C'est pas il ne faut pas se dire: «En fait, ça coûte rien à mon employeur puisque c'est les euros que j'ai sur mon CPF». Eh bien non, finalement, dans le public, ça ne fonctionne pas comme ça et c'est là-dessus vraiment que, je voulais attirer votre attention. Alors, en termes d'alimentation, peut-être vous en souvenez, il y a quelques années, ça a changé, il y a 2 ans, je crois. Avant, c'était 24 heures, maximum par année de travail pour un temps complet. Maintenant, on est passé à 25 heures. Donc vous pouvez voir une différence si vous allez sur votre compte, vous avez 24 heures, 24 heures, 25 heures, 25 heures. Donc jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 150 heures. Donc la situation lambda, on verra qu'il y a des situations particulières, c'est un compte de maximum 150 heures. Avant, c'était 120, maintenant on est à 150.
2 situations, le temps partiel, pas de différence, c'est assimilé à un temps complet. Donc un agent à temps partiel, pour une année, va acquérir 25 heures, de CPF. En revanche, pour un agent à temps non complet, ça va être calculé au prorata de son temps de travail. Hop, je vérifie que tout le monde est toujours là, que que vous continuez de suivre. A priori, il n'y a pas de commentaires, indiquant le contraire. Je continue. Je vous ai dit, il y a des situations particulières. Donc d'une part, on va avoir les agents de catégorie C qui sont, dépourvus d'une qualification au moins égale au niveau 3. Donc niveau 3, c'est un diplôme, ça va être CAP, BEP. Donc les agents de catégorie C qui n'ont pas atteint ce niveau-là, leur compte il va être alimenté à hauteur de 50 heures par an dans la limite d'un plafond de 400 heures. Deuxième situation, particulière, lorsque le projet d'évolution professionnelle de l'agent, va viser à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions. Là, on va avoir un crédit, d'heures supplémentaires qui peut être attribué dans la limite de 150 heures supplémentaires, donc ça double, hein, le plafond, donc c'est pas négligeable. Et donc ce crédit peut être attribué sur avis d'un médecin de prévention qui va attester que l'état de santé de l'agent, l'expose, au vu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude. Donc en fait, l'idée, c'est de favoriser une possible reconversion, de cet agent avant, qu'il soit en situation, d'inaptitude. On me dit: «Mais les collectivités ne sont pas dans l'obligation d'accepter». Effectivement, hein, je vais y venir. Le CPF, ça reste de la formation, facultative à l'initiative de l'agent. Donc il n'y a pas d'obligation des collectivités de faire droit à ces demandes. Comment consulter son compte personnel de formation? Donc, je vous ai fait quelques captures d'écran, pour que de façon très pratique, pour ceux qui n'y sont peut-être jamais allés, vous puissiez visualiser, comment faire et peut-être le montrer à vos agents, derrière ou même pour vous d'ailleurs. Heu, donc vous allez donc sur mon compte personnel, point mon compte non, c'est moncompteformation.gouv.fr. Donc vous voyez en haut à droite, vous avez connexion ou création de compte, hein. Donc admettons que c'est la première fois que vous allez sur mon compte formation, vous allez dans création de compte. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, hein, ils vont juste vous demander un numéro de sécurité sociale et votre nom. Vous allez créer un mot de passe et hop, c'est fait. Donc c'est vraiment très simple, hein. Tout le monde finalement dispose d'un compte formation, il faut juste aller l'activer. Une fois qu'on a, son compte, on va aller dans l'onglet connexion et puis, on va rentrer son numéro de sécurité sociale et le mot de passe que vous avez créé. Ensuite, pour consulter vos droits, donc dans l'onglet, en haut à droite, vous avez droits, vous cliquez dessus et c'est là que vous allez voir ce que je vous disais tout à l'heure, donc les droits à formation. Vous avez, d'une part, donc si vous avez travaillé dans le public et dans le privé, vous avez d'une part un compteur en euros et d'autre part un compteur en heures. Donc vous pouvez avoir le détail en cliquant sur consulter l'historique. Vous voyez, vous allez voir vos activités professionnelles chaque année et combien d'heures de formation ça vous a rapporté. Donc, vous voyez en 2019, 24 heures. Pourquoi? Tout simplement parce que à ce moment-là, c'était 24 heures maximum par an. Ensuite, on est passé à 25 heures. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on est agent public, donc on peut convertir ces euros en heures, si on a des euros évidemment. Donc pour ça, toutes ces opérations-là, ça se fait dans l'onglet transfert de vos droits. Si on clique sur transférer mes droits, on va vous demander quelle est votre situation professionnelle. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes agent contractuel de droit public, on clique sur activité de droit public. Activité de droit public, vous allez voir que là, ça bloque en fait le sens de la conversion. Ça devient grisé, vous ne pouvez pas sélectionner. Tout simplement parce que quand on est en activité de droit public, on peut seulement convertir ces euros en heures, puisqu'on ne peut seulement utiliser des heures. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Vous allez voir automatiquement, quand vous sélectionnez droit public, vous ne pourrez que convertir des euros en heures. Je crois qu'il y a eu quelques questions qui sont arrivées. Alors, concrètement, qui alimente le compte des agents? Cela se fait en automatique.
Alors, effectivement, j'ai 2 fois cette question-là. Oui, c'est automatique. En fait, ça se fait, via, les données, de déclaration sociale, en fait. La Caisse des dépôts, fait automatiquement ce lien. Il n'y a pas du tout d'alimentation à faire. La seule alimentation qu'il y a eu à faire, c'est au moment de l'instauration du CPF, quand il y a eu une reprise à faire et c'était seulement une reprise à faire pour les agents contractuels et pour les fonctionnaires Ircantec. Pour les fonctionnaires CNRACL, tout a été fait automatiquement. Alors, un agent prend tous ses lundis en CPF, comment le déclarer pour déduction des jours sur son compte? Eh bien, en fait, ça va être un nombre d'heures, en fait. Chaque heure d'absence sera décrémentée du compte. L'agent a-t-il la possibilité de voir les comptes des agents pour vérifier la bonne alimentation? Alors, effectivement, vous avez... Alors, après, ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, là, c'est plutôt aux agents d'aller consulter leur compte, hein. C'est important qu'ils aient accès à leur compte, de leur montrer comment faire, etc. Mais effectivement, en fait, il y a accès à une plateforme employeur, plateforme sur laquelle donc, vous avez dû avoir des accès au moment de l'instauration du CPF. Vous avez dû avoir des codes donnés par la Caisse des dépôts. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à les redemander à la Caisse des dépôts. Et donc, ces codes employeurs vous permettent d'avoir accès à une plateforme. Vous tapez le numéro de sécurité sociale de votre agent et son nom, et vous pouvez avoir accès à son compte. Et c'est via ce compte d'ailleurs que vous allez décrémenter lorsqu'il y a une utilisation. Ça se passe si la reprise n'a pas été faite. Alors, il y a plusieurs options. Soit l'agent, c'est un agent qui n'est, comment dire, qui veut faire une formation, il est encore chez vous. Et bien à ce moment-là, vous savez combien il a eu d'heures, enfin, vous reprenez en fait son ancienneté, vous savez qu'il aurait dû avoir tant d'heures par année. Et bien à ce moment-là, en fait, vous faites un compte virtuel. Vous savez qu'il aurait dû avoir ce nombre d'heures-là. Et bien, vous ne commencerez à décrémenter son compte en ligne que quand le nombre d'heures qui aurait dû reprise est épuisé. En fait, vous faites quelque chose de virtuel. Après, vous pouvez aussi prendre contact avec la Caisse des dépôts, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait encore des possibilités de créditer les comptes. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions hein, sur le CPF. Alors, pour le CPF, pour une formation, j'ai réussi à convertir des heures en euros en 2022. Il y a une attestation sur l'honneur il y a juste une attestation sur l'honneur qui est demandée, il me semble. Alors effectivement, hein, j'ai eu des retours comme quoi des personnes avaient réussi. Par contre, je vous l'indique, hein, parce que ça, c'est confirmé partout, ce n'est pas censé être possible. Alors tant mieux si certains ont réussi à le faire, mais vous n'êtes pas censé, en tant qu'agent public, payer des formations en euros. Parce que là, ça fonctionne. Par exemple, si vous voulez une formation qui est disponible directement en ligne sur la plateforme. En revanche, moi, j'ai eu le cas d'un agent qui a essayé, sauf que la formation, c'était auprès d'une université. Eh bien, au moment de payer l'université, il ne pouvait pas utiliser les euros de son compte. Et là, il s'est retrouvé bien embêté. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est supposé se faire. Hein. Mais visiblement, il y a des failles dans le système. Délibéré pour encadrer le CPF. Les agents ne peuvent faire leur demande que 2 fois par an à des dates précises. Oui, alors c'est tout à fait possible. Hein, ça évite que ce soit au fil de l'eau et que les premiers arrivés soient les premiers servis. Oui, mais comment le faire déduire du compte DSN? Il n'y a rien à faire, c'est automatique. Vraiment, vous n'avez rien à faire pour que l'alimentation se fasse. Vraiment, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, c'est perdu pour l'agent si la reprise n'a pas été faite. Non, c'est ce que je vous expliquais justement. En fait, il faut faire un décompte fictif. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, j'avais 50 heures de diff qui n'ont pas été reprises. Eh bien, avant d'utiliser les heures qui sont sur mon compte réel CPF, vous savez que votre agent, vous n'avez pas fait sa reprise. Eh bien, vous allez d'abord déduire les 50 heures qui auraient dû être reprises et après, vous irez sur le compte en ligne pour déduire. Mais d'abord, utiliser les heures qui auraient dû être reprises. Le financement provient de quelle ligne du bulletin de salaire? Il n'y a pas de ligne dans le bulletin de salaire, ce n'est pas une cotisation qui permet de financer parce que justement, ce que je vous disais, il n'y a pas d'euros sur le CPF des agents. Ce qui finance, ça va être un financement de l'agent, de la collectivité. Vraiment, c'est la collectivité qui va devoir payer une formation. Ce n'est pas un financement qui est déjà prévu sur le bulletin de salaire. Hein. Il n'y a pas de cotisation comme on cotise au CNFPT, par exemple. Il n'y a pas ça. Hein.
Nous avons un agent en service civique à qui nous souhaiterions proposer un cours de professionnalisation avec une formation Greta. Peut-il utiliser son CPF? Alors non, ce n'est pas l'objet du CPF. Le CPF, ça doit être une formation pour un projet d'évolution professionnelle et pas une formation pour la collectivité, hein. Tout ce qui est donc, on va continuer, hein, on va reprendre parce que là j'ai fait un peu le tour des questions, mais le CPF, c'est pour un projet d'évolution professionnelle. Alors, comment puis-je retrouver l'historique du DIF? L'historique du DIF, bah, vous savez, en fait, vous demandez l'historique de vos agents. Vous savez, par exemple, qu'un agent, je ne sais pas, il a fait 3 ans à temps complet chez vous. Vous saviez que le 3 ans à temps complet, c'était. Alors, j'ai pas en tête les chiffres, hein, mais je pourrais vous les redonner. C'était tant d'heures de DIF par an, bah, vous refaites le calcul, en fait. Puisque le DIF, s'il n'y avait pas de plateforme, c'était en interne qu'il y avait un suivi, en fait. Par quel biais contacter la Caisse des dépôts? Alors là, comme ça, je n'ai pas de contact, mais j'imagine que sur le site de mon compte formation, vous avez soit un formulaire de contact, soit un numéro d'aide. Je vais reprendre le cours du diapo. Je vois que c'était pas une mauvaise idée de faire un point là-dessus, puisque ça suscite vraiment beaucoup d'interrogations. Donc, l'utilisation du CPF, hein, c'est ce que j'expliquais là par rapport à la question. Le compte personnel de formation de l'agent, donc il permet d'accéder à une qualification, de développer ses compétences, mais toujours dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. L'utilisation du compte personnel de formation, elle porte sur toute action de formation, mais pas celle relative à l'adaptation aux fonctions exercées. En fait, à partir du moment où c'est la collectivité qui veut que l'agent fasse une formation, on n'est plus dans le CPF, puisque c'est pour la collectivité. On sera dans de la formation de professionnalisation, de la formation de perfectionnement. L'agent n'a pas utilisé ses heures CPF pour une formation liée à la collectivité. Alors, je sais que ça interroge beaucoup, hein, parce que j'ai souvent des élus au téléphone qui vont me dire « Non mais attendez, je ne vais quand même pas payer la formation d'un agent pour qu'il fasse un projet et qu'il parte ailleurs. » Mais en fait, c'est tout l'objet du CPF. C'est le but du CPF de permettre aux agents d'évoluer professionnellement. Donc, c'est toujours à l'initiative de l'agent, le CPF, hein. On n'impose jamais à l'agent d'utiliser son CPF. Et donc, par contre, en revanche, c'est sous réserve de l'accord de son administration. Donc, toutes les heures qu'il va avoir sur son compte personnel en vue de suivre des formations, Donc, il utilise les heures, hein, de son compte à son initiative et c'est en priorité sur le temps de travail, puisqu'en fait, les heures de CPF permettent de se libérer pendant le temps de travail, et de continuer à être rémunéré. Donc, l'agent qui part utiliser des heures CPF, il est rémunéré. Donc l'agent, comment il doit faire? Eh bien en fait après ça va dépendre aussi de ce que vous avez prévu par délibération. Vous pouvez aller sur le site du centre de gestion, vous trouverez un modèle de délibération. L'idée c'est un peu de prévoir une procédure de demande. Il faut à minima que l'agent il précise, donc il demande un accord sur la nature, le calendrier et le financement de la formation, en précisant pour quel projet d'évolution professionnelle il sollicite cette utilisation de CPF. L'instruction de la demande, c'est pareil, hein, là, c'est à vous de décider comment vous allez instruire la demande. Il y a des critères qui sont prévus par les textes. Donc, il y a des requêtes qui sont prioritaires. Ça, c'est prévu par les textes, on ne peut pas y échapper. Donc, ce qui est prioritaire, ça va être suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences qui permet de prévenir une situation d'inaptitude, hein. On essaye toujours de favoriser tout ce qui va concerner l'inaptitude pour éviter d'arriver à cette inaptitude. Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Suivre une action de formation de préparation au concours à examen pour celles qui ne rentreraient pas dans la formation de perfectionnement. Donc ces formations, elles sont prioritaires et pas hiérarchisées entre elles. Et après, chaque situation va être appréciée en fonction des critères fixés par la délibération. C'est à vous, en fait, de fixer le nombre de... Enfin, quel critère, comment on va évaluer en fait la demande de l'agent, comment on va dire oui à une et non à l'autre en fait. L'autorité territoriale dispose d'un délai de 2 mois pour notifier sa décision et l'absence de réponse dans un délai de 2 mois, ça ne vaut pas acceptation, ça vaut refus. Le financement du CPF, hein, c'est ce que je vous disais, le principe c'est que l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation au titre du CPF.
possibilité dans la délibération. Ça, c'est prévu par les textes. Dans votre délibération sur le CPF, vous pouvez fixer un plafond pour limiter la prise en charge. Donc, par exemple, dire on mettra tant d'euros par action de formation maximum. Si vous ne délibérez pas sur le CPF, attention, le principe, c'est que vous prenez en charge. Alors, vous n'êtes jamais obligé d'accepter, hein, mais si vous ne délibérez pas et que vous voulez accorder l'utilisation du CPF à un agent, pas de délibération est égal pas de plafond est égal vous prenez en charge tous les frais. Cette délibération, elle va également statuer sur est-ce qu'on prend en charge les frais annexes, déplacements, hébergement, etc. Si le cas échéant, évidemment. Et comme pour toute comme la plupart des formations, hein, absence de suivi, ça vaut remboursement des frais engagés. Donc voilà pour ce petit rappel sur le CPF. Je vois qu'il y a encore pas mal de questions. Alors, la formation est-elle considérée comme travail effectif? Oui, tout à fait. Il me semble que l'historique du DIF peut être édité en fin d'année avec le logiciel Berger-Levrault. Effectivement, si vous aviez cette option hein, dans votre logiciel, si vous aviez un suivi, parce que dans certaines collectivités, il y avait cette option, on mettait le DIF sur les bulletins de salaire. Vous pouvez retrouver cet historique. Pour un agent qui travaille 28 heures par semaine et qui fait une formation de 35 heures sur une semaine, comment est traité le différentiel? Eh bien, puisqu'on sera au-delà des 28 heures, on sera sur des heures complémentaires, tout simplement. Après, à vous de vous accorder avec l'agent. Est-ce que, tout ça, ça va être un accord avec l'agent. Est-ce qu'on récupère à un autre moment? Est-ce que, voilà, là, c'est à vous de décider ça. Mais le temps passé en formation est effectivement du temps de travail effectif. Alors, apparemment, non, j'avais posé la question à Berger-Levrault. Alors là-dessus, je ne peux pas vous dire mieux que Berger-Levrault. Hein. Existe-t-il des modèles de délibération sur le CPF? Oui, tout à fait. Sur le site du centre de gestion, vous trouverez une délibération CPF. Hein. Vous tapez CPF dans la barre de recherche et vous tomberez directement dessus. En cas d'atteinte du plafond, l'agent peut accepter de compléter le montant de la formation pour la suivre? Oui, bien sûr, hein, l'agent peut, si la collectivité va prendre en charge une partie et l'agent va prendre en charge le reste. Les heures suite à la formation, c'est ce que je vous indiquais. En fait, pour ça, il faut avoir vos identifiants employeurs, vous connecter sur la plateforme employeur et vous décrémenterez le nombre d'heures utilisées par l'agent. Là, je pense avoir fait le tour de questions. N'hésitez pas s'il en reste. J'espère avoir été assez claire. C'est vrai que c'est un sujet qui est un peu compliqué parce que peu maîtrisé, peu connu. On a assez peu de retours en plus. Hein. C'est vrai que moi, je suis beaucoup interrogée dessus, mais j'ai rarement les suites en fait. Est-ce que le CPF a été utilisé? Dans quelles conditions? Donc voilà, j'espère que ça a été clair. De toute façon, sur ce sujet, je reste à votre disposition au centre de gestion, par mail ou par téléphone pour vous aiguiller. Hein. Je pense qu'au vu des questions, ce n'était pas inutile de faire un petit rappel. Terminer ce webinaire par la petite foire aux questions. Alors, dernière petite question. Que regroupent les frais pédagogiques? Les frais pédagogiques, c'est le coût de la formation, en fait. C'est combien coûte la formation auprès de l'organisme de formation, tout simplement. On va terminer par une petite foire aux questions. Hein, ça correspond à des questions qui nous ont véritablement été posées. On a choisi celles qui revenaient souvent, puisqu'on se dit que si ça nous a été posé plusieurs fois, c'est que ça peut servir à tout le monde. Alors, première question, ça va être une question indemnité de fin de contrat. Je suis beaucoup interrogée sur l'indemnité de fin de contrat. Mon agent a été recruté par un premier contrat du 2 janvier 2023 au 31 mai 2023. Nous lui avons refait un contrat du 2 juin 2023 au 31 décembre 2023. Doit-on lui verser une indemnité de fin de contrat? La réponse est oui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un écart entre les deux contrats. On n'est pas sur un renouvellement, on y a un écart, alors qui est très faible, 31 mai, 2 juin. Mais pour qu'il n'y ait pas d'indemnité de fin de contrat, il aurait fallu que le deuxième contrat parte au 1er juin. Je suis souvent interrogée, mais il n'y a que 3 jours entre les deux contrats, on ne va quand même pas verser d'indemnité de fin de contrat. Et si le texte prévoit, dans ce cas, le versement d'une indemnité de fin de contrat. Il y aura donc indemnité de fin de contrat, tout simplement parce que le premier contrat du 2 janvier au 31 mai fait moins d'1 an et il n'a pas été renouvelé immédiatement. On se reposera exactement la même question à l'issue du deuxième contrat, du 2 juin 2023 au 31 décembre 2023.
parce que le contrat fait moins d'1 an, donc s'il n'est pas renouvelé immédiatement, on versera là aussi une indemnité de fin de contrat. Je vais laisser la parole à Cécile pour les 2 dernières questions. Merci. Alors donc, une question que j'ai beaucoup en ce moment, c'est de connaître, de savoir quelle est la procédure si l'on veut modifier la délibération sur le RIFSEP. Lorsque vous avez élaboré, passé votre première délibération pour le RIFSEP, vous avez été obligé de saisir l'ECT en avis préalable à la délibération. Et bien là, si vous souhaitez modifier votre délibération, même si c'est simplement pour augmenter les plafonds ou pour modifier des critères, eh bien vous serez également obligé de repasser par le CST, un nouvel avis préalable. Donc ça, c'est clair que si vous ne ressaisissez pas le CST, eh bien le contrôle de légalité retoquera votre délibération. Donc comme pour la première fois, vous envoyez votre projet de délibération aux instances paritaires du centre de gestion, bien sûr si le CST est au centre de gestion, et vous pourrez délibérer seulement après avoir obtenu l'avis du CST. Ensuite, une question qui a eu beaucoup d'intérêt au mois de mai, puisqu'il y a eu pas mal de jours fériés. Donc, c'était comment calculer l'indemnité d'astreinte lorsque la semaine comprend un jour férié. Donc, la dernière diapositive vous indique avec des petits tableaux. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le montant global de l'indemnité d'astreinte, si on prend une semaine complète, les 159,20 €, eh bien, c'est le cumul de plusieurs des nuits plus le week-end. Donc, les 159,20 €, ça s'obtient par l'addition des 10,75 € par nuit, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, et de l'indemnité d'astreinte week-end, qui elle-même comprend la nuit du vendredi, la journée-nuit du samedi et le dimanche. Voilà. Vous pourrez vous amuser à calculer. Vous obtenez donc la semaine complète en additionnant les différents montants. Et donc, quand il y a un jour férié dans la semaine d'astreinte, eh bien, vous allez additionner 46,55 €, ce qui correspond au dimanche. C'est dimanche et jour férié, c'est 46,55 €. Vous additionnez à votre semaine les 46,55 € et ça vous fait donc un montant de 205,75 €. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les 10,75 € correspondent à la nuit. Alors que le samedi, 37,40 € et le dimanche, 46,55 €, ça correspond à jour plus nuit. Donc si vous ajoutez un jour férié, il faut rajouter l'indemnité d'astreinte sur la journée de 46,55 €. De même, si vous avez un jour férié qui tombe un samedi, dans ces cas-là, vous allez prendre l'indemnité week-end, qui est de 159,20 €. Vous allez enlever l'indemnité du samedi, qui est de 37,40 € et à la place, vous allez mettre celle de 46,55 € et ça vous fera un total de 168,35 €. Voilà, j'espère que cette explication aura été claire. Alors pour cela, on a une réponse ministérielle qui date de 2018 et qui expliquait clairement, enfin, le fonctionnement de cette indemnité d'astreinte. Et c'est là que on se rendait compte vraiment du calcul de l'astreinte avec les nuits et les jours. Alors bon, visiblement, il n'y a pas plus de questions par rapport à la foire aux questions que l'on vient de terminer. Donc, je vais laisser le mot de la fin à Marine Chambrier qui va conclure ce webinaire. Alors, je vois qu'il reste une question sur le CPF. Si la formation dure 300 heures, mais que l'agent ne dispose que de 120 heures sur son compte, comment l'agent peut aller au bout de sa formation? Alors, l'agent peut compléter potentiellement, par exemple, avec du CET. Après, il faut bien avoir à l'idée que le CPF, c'est pas le dispositif idéal pour suivre des formations longues. C'est-à-dire que c'est idéal pour des formations sur des cycles assez courts. On m'interroge souvent, par exemple, pour des
des CAP petite enfance, ce genre de choses, c'est pas forcément le dispositif adéquat puisqu'il demande qu'il n'y aura pas assez d'heures sur le compte de l'agent. Donc même l'agent en complétant pourra difficilement atteindre le nombre d'heures. Pour ce type de formation, peut-être orienter plus l'agent vers un congé de formation professionnelle. Vous pouvez retrouver sur le site du centre de gestion une fiche sur la formation où vous trouverez les différents types de formations. Et d'ailleurs, Émilie, notre stagiaire, travaille actuellement sur une fiche de simplification sur plusieurs sujets et notamment sur la formation professionnelle pour que ce soit plus simple à saisir les différentes options. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Encore désolée pour les problèmes techniques, vraiment, c'est vraiment un coup de malchance, la coupure Internet en plein premier webinaire, mais bon, ce sont les aléas. Le principal, c'est qu'on ait réussi à aller au bout de la chose. Je vois une question. Les bilans de compétences peuvent-ils rentrer dans ce champ d'intervention? Oui, bien sûr. Où trouver la présentation sur le site? Alors déjà, on va faire une actualité avec le replay et la présentation. Et puis, nous travaillons à créer une catégorie à part entière sur le site où vous pouvez retrouver tous les webinaires qui ont été proposés par le centre de gestion. Donc, on travaille à ce sujet-là. Pour résumer, un agent voulant faire une VAE avec un coût de 900 auprès d'un DAVA. Alors, je ne sais pas ce que c'est un DAVA, je ne sais pas si ça te parle. Alors, je ne sais pas ce que c'est un DAVA, si la personne peut m'éclairer. Faire une VAE avec un coût de 900 € auprès d'un DAVA ne peut pas mobiliser son CPF. Alors, tout dépend en fait de la durée. Tout va dépendre du nombre d'heures. En fait, c'est pas le coût qui va entraîner le fait de pouvoir utiliser ou pas son CPF. Enfin, si pour la collectivité, c'est le coût qui va motiver la décision. Mais en fait, c'est le nombre d'heures disponibles sur le compte de l'agent. Il faut bien vous dire qu'il n'y a pas un équivalent. Ça ne fonctionne pas. Tant d'heures est égal tant d'euros. Non, ça, c'est la collectivité qui décide combien elle accorde d'euros. Donc, effectivement, la possibilité d'accorder son CPF, ça va dépendre en fait du nombre d'heures dont l'agent a besoin pour suivre une formation. C'est un organisme de l'éducation nationale. Très bien. Merci pour cette précision. Donc, tout dépend le nombre d'heures dont l'agent a besoin. Mais effectivement, si c'est une formation qui demande beaucoup d'heures, peut-être plus se tourner vers un congé de formation professionnelle. Attention, congé de formation professionnelle qui lui aussi est soumis à l'accord de l'employeur puisqu'il entraîne un coût avec un maintien de 85% de la rémunération. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. De toute façon, je me tiens ainsi que Cécile et Hélène, notre collègue qui répond également à vos interrogations sur la boîte statut à votre disposition. Donc n'hésitez pas à nous ressaisir. Donc, je vous remercie pour votre attention, pour votre participation. C'est très agréable de voir que vous répondez présent lorsqu'on propose de nouveaux rendez-vous. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. On va vous envoyer, et si vous pouvez y répondre, ça sera très bien, une fiche avec pour avoir vos observations et les sujets que vous souhaitez voir abordés. Donc n'hésitez pas à la renvoyer, c'est important pour nous d'avoir vos retours. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt par mail ou par téléphone.